Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Al24 News. Nous sommes au cœur d'un événement majeur, la conférence ministérielle africaine sur la production nationale au centre de conférence internationale Abdelatif Rahal, ici à Alger. Cette édition spéciale est consacrée à un enjeu désormais stratégique, la place de l'Afrique dans la production mondiale de médicaments, souveraineté, sécurité sanitaire, puissance économique. La pharmacie devient un levier géopolitique. Nous en parlons ce soir avec M. Abdelwahid Kirar, acteur majeur de l'industrie pharmaceutique en Algérie et sur le continent africain. Bonsoir, docteur Kirar, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, la pandémie a révélé à quel point les médicaments et les vaccins sont devenus des instruments de puissance. Comment l'Afrique s'inscrit-elle aujourd'hui dans ce nouvel échiquier géopolitique? Effectivement, cette pandémie nous a appris beaucoup de leçons, beaucoup d'individualisme enrobé dans un humanisme qui est déjà derrière nous. Et surtout, ça a révélé que l'Afrique a pris beaucoup de retard, économique d'abord, mais aussi sur le plan de la production pharmaceutique, puisque l'Afrique ne couvre que 15% de ses besoins par la production locale. Elle reste quand même structurellement déficitaire, puisqu'elle exporte sur le plan des échanges commerciaux 1,5 milliard de dollars de produits pharmaceutiques, en important 18. Et 16% du déficit commercial africain est représenté par le médicament. Quand on a cette information et qu'on sait par ailleurs qu'un tiers des capacités industrielles africaines sont installées en Algérie et que l'Algérie a un surplus de capacités industrielles, je pense que c'est dans ce contexte que cette conférence africaine qu'a décidé l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et le ministère de l'Industrie pharmaceutique d'organiser afin de trouver les voies et moyens pour que les pays africains commencent à travailler sur la sécurité sanitaire, sur la sécurité pharmaceutique et commencent à être autonomes et non dépendants par rapport aux approvisionnements et surtout non dépendants par rapport aux approvisionnements extra-africains. Mais justement, cette dépendance asiatique, influence européenne avec la montée de la Chine, l'Afrique aujourd'hui est-elle en position de faiblesse ou en phase de repositionnement? Écoutez, nous espérons qu'elle est en phase de repositionnement et qu'il y a une prise de conscience collective. Chaque pays ne peut rien faire tout seul. Mais l'Afrique, avec le potentiel qu'elle a, le potentiel de richesse, le potentiel humain qu'elle a, vous savez que les Nations Unies prévoient pour 2050 qu'un citoyen du monde sur 4 sera africain. Quand on a cette information et qu'on sait que par ailleurs les richesses africaines aujourd'hui ne sont pas transformées et que l'intégration n'est pas au rendez-vous, il y a beaucoup de progrès à faire dans ce sens et que sur le plan strictement économique, parce que le secteur sanitaire est sous-tendu par la bonne santé économique, donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens et c'est l'esprit de cette conférence. L'esprit est de dire aux pays africains qu'il n'y a que 8 pays qui ont une production pharmaceutique, 8 pays africains sur 55, c'est très insuffisant. Il y a des pays où il n'y a pas de scanner, beaucoup de pays, il y a 10 pays où il n'y a pas de scanner en Afrique. Donc on ne peut pas parler déjà de production pharmaceutique si en amont il n'y a pas d'outils diagnostiques. Il y a 7 pays en Afrique qui n'ont pas de mammographe. Donc comment peut-on détecter un cancer du sein? On ne va pas parler de produits de chimiothérapie alors que la détection précoce du cancer du sein n'est pas au rendez-vous. Donc c'est tout un plan d'action que nous souhaitons que cette déclaration d'Alger, qui est alimentée par tous les ministres et tous les pays qui sont au rendez-vous, qu'on puisse avoir un plan d'action, que ce soit un nouveau départ pour une prise de conscience collective avec un calendrier précis pour que nous puissions, même progressivement,
installer des capacités industrielles en Afrique, augmenter le budget des équipements et des infrastructures. Tous les gouvernements africains aujourd'hui dépensent à peu près 4,5 milliards annuellement de dollars pour les budgets d'infrastructures, alors qu'on sait que les experts estiment ce budget-là à 26 milliards de dollars annuellement pour pouvoir faire face aux besoins en santé en Afrique. Mais justement, dans ce rapport de force mondiale, où se situe réellement le continent africain? Réellement, on se situe où par rapport à cette... Vous savez, le monde est en train de changer sous nos yeux. On est en train de vivre, peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais on est en train de vivre des changements qui se font d'une manière très rapide. Oui, à une vitesse grande. Et donc, aujourd'hui, les cartes sont en train de se redistribuer. L'Algérie qui prend l'initiative avec l'OMS d'organiser cette réunion, en fait, nous essayons de travailler ensemble, de fédérer les pays africains autour d'objectifs qui soient clairs pour au moins un but, c'est d'avoir une autonomie en produits pharmaceutiques. Et je dirais aussi que l'Algérie n'est pas obligée de le faire. L'Algérie couvre 80% de ses besoins pharmaceutiques par la production locale, qu'elle a plein d'autres choses à faire, mais l'Algérie, par son sens de l'appartenance africaine, travaille pour fédérer des pays africains autour d'objectifs qui sont quand même nobles et qui sont humanitaires. On va rebondir sur ça. Donc, la maîtrise des chaînes de valeur est devenue un réel enjeu économique. Quel rôle aujourd'hui la production des matières premières d'API, de biosimilaires? Et c'est pour ça que c'est un des objectifs de cette réunion. Oui. Vous savez que les produits biologiques aujourd'hui, c'est-à-dire tous les médicaments à base de cellules, sont en train d'augmenter, de croître d'une manière extraordinaire à travers le monde. Un tiers aujourd'hui de ce qui est consommé dans le monde provient des produits biologiques, comme les insulines, mais pas que. Beaucoup de familles thérapeutiques aujourd'hui qui traitent le volet cancérologique, mais qui s'étend à beaucoup d'autres maladies chroniques. Et donc, ces produits biologiques nécessitent une certaine expertise et un certain transfert technologique, d'abord. Et deuxièmement, pour pouvoir fabriquer en full process, il faudrait qu'il y ait une économie d'échelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas installer une unité de biologique pour un pays de 4 ou 10 millions d'habitants. Et donc, l'opportunité d'avoir plusieurs pays africains est importante pour pouvoir justement imaginer une première unité de produits biologiques pour un ensemble d'acteurs pharmaceutiques africains qui puissent aussi faire arriver ces produits-là à un prix raisonnable, parce que aujourd'hui, les prix des produits biologiques sont extrêmement élevés et qu'ils sont hors de portée de beaucoup de pays africains. Je dirais même qu'ils sont hors de portée parfois de même certains pays développés. Donc ça, c'est un des objectifs. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, les capacités installées en oncologie, par exemple en Algérie, peuvent couvrir une très grande partie des besoins pharmaceutiques en oncologie chimique en Afrique. Mais est-ce que l'Afrique peut-elle capter une part stratégique de cette chaîne? Bien sûr. Bien sûr qu'à partir du moment où vous avez un marché, je vous disais tout à l'heure, on représente aujourd'hui, l'Afrique représente 18% de la démographie mondiale. Oui. Les dépenses, par contre, en santé ne représentent que 3%. Vous voyez un peu tout le progrès qu'on a à faire dans ce sens. Mais quand vous avez des prévisions d'une population qui pèse un quart de la population mondiale, donc l'Afrique, c'est un grand marché et ça va devenir de plus en plus un grand marché parce que là où la démographie augmente chez nous, toutes les prévisions montrent que dans tous les autres continents, elle recule, même en Asie. Sur quel segment peut-on être compétitif assez rapidement? Mais nous pouvons être compétitifs aujourd'hui déjà dans la production et l'analyse pharmaceutique. Nous avons un marché qui mérite qu'on pense à fabriquer des matières premières
dans différents pays. Donc, cela est aujourd'hui à notre portée. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique de plusieurs pays africains pour aller dans ce sens. On ne pourra pas probablement fédérer tout le monde, mais si on fédère quelques pays africains, et si l'expérience est réussie, d'autres pays africains arriveront et viendront. Justement, par rapport à cette conférence, est-ce que réellement les États africains qui sont présents ou pas d'ailleurs, ont-ils vraiment pris la mesure de cet enjeu? Est-ce qu'ils ont réalisé l'enjeu de... Je ne vais pas répondre à leur place, mais tous ceux qu'on a rencontrés et croisés ici ont pris la mesure de l'enjeu, il est clair. Nous avons été fiers d'écouter le directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui a salué cette initiative qui a salué tous les présents et qui a surtout mis en relief tous les progrès qu'a réalisé l'Algérie, qu'il a cité comme le premier pays africain qui a la plus grande couverture par la production locale de ses besoins. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'ajouterai aussi que tout ça s'adosse à un système de sécurité sociale, ne l'oublions pas, qui est performant et autour duquel les Algériens doivent tous se réunir et protéger. Et le secteur pharmaceutique attire aujourd'hui des acteurs puissants, des multinationales, fonds souverains, investisseurs asiatiques. Comment, selon vous, l'Afrique peut-elle négocier avec eux sans perdre sa souveraineté nationale? Par le développement économique. Tout passe par le développement économique. L'Afrique doit intégrer, doit créer plus de richesses, doit adapter son cadre réglementaire pour que les richesses restent en Afrique, doit faire un plan pour retenir ces jeunes, leur créer des postes d'emploi et leur offrir des perspectives dans les pays respectifs africains. Cela est possible parce que toutes les richesses minières regorgent en Afrique, des richesses agricoles. Nous savons que plusieurs pays africains commencent à installer l'intelligence artificielle. Donc plusieurs industries peuvent être installées à très court terme en Afrique. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience des enjeux et il faudrait que chacun, disons, défende son continent. À travers son continent, il défendra son pays. Comment éviter ce déséquilibre? C'est-à-dire un partenariat déséquilibré. Comment réussir à avoir un partenariat quand même assez équitable? Mais les partenariats, vous savez, se négocient. Et aujourd'hui, l'Algérie a bien réussi ce virage. Nous ne voulons pas, enfin, nous prétendons pas que c'est un virage, c'est une exportation d'un modèle. Mais le modèle algérien est à voir sous certains angles qui sont assez intéressants, puisque, in fine, nous avons réussi à implanter une industrie en 15-20 ans. Oui. Donc, quand l'Algérie a décidé, il y a quelques années, de protéger son industrie, d'interdire l'importation des produits fabriqués localement, bien sûr, nous avons été pointés du doigt. Ça a déplu à beaucoup de parties. Mais disons que quand la pandémie est arrivée, nous avons pu récolter les fruits de ces investissements et nous avons pu faire face d'une manière assez organisée à cette pandémie, avec les faiblesses qu'on a eues, mais avec une organisation qui était meilleure que beaucoup d'autres pays. Est-ce que justement ce modèle est exportable à d'autres pays africains? Non, ce modèle exactement algérien ne peut pas être exporté comme tel, mais disons que chaque pays a son profil épidémiologique, a ses problèmes sanitaires, chaque pays a ses moyens économiques. Nous décortiquons ce modèle algérien, nous l'exposons, et chacun prend ce qui l'intéresse et ne prend pas ce qui ne l'intéresse pas. Mais on ne peut pas calquer le modèle algérien sur d'autres pays. Oui. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que... Peut-être s'en inspirer. Voilà, s'en inspirer. Il y a probablement beaucoup de choses qui peuvent être dupliquées dans d'autres pays. Mais ce que nous pouvons faire, par contre,
c'est d'économiser du temps. On a fait des erreurs de jeunesse quand on a lancé notre industrie. Nous pouvons justement économiser du temps à certains pays. Nous pouvons aider sur le plan universitaire, sur le plan de la formation professionnelle, dans tous les métiers de l'industrie pharmaceutique. Beaucoup d'entreprises algériennes sont prêtes à transférer la technologie que nous n'avons pas eue par les fournisseurs traditionnels qu'on avait. Donc ça, c'est notre appartenance africaine. Nous sommes là, et quand je parle du transfert technologique, je parle de la production, mais je parle du côté analytique. On n'en parle pas beaucoup, mais qui est très important. Oui. Est-ce que selon vous, l'Algérie peut devenir un hub régional sur des produits à haute valeur ajoutée? Ben, elle commence à l'être déjà. Oui. Quand je vous dis que nous avons un tiers des capacités industrielles pharmaceutiques africaines installées en Algérie, c'est déjà extrêmement important. Nous nous sommes occupés d'abord de couvrir nos besoins internes. Maintenant, plusieurs entreprises ont amorcé l'exportation sur plusieurs pays, pas qu'africains seulement. Et nous pensons réellement, si toutes les conditions sont réunies, que nous deviendrons à court terme un acteur régional qui rayonne sur le continent. Et les biosimilaires, justement, sont au cœur des discussions. Et économiquement, pourquoi sont-ils essentiels pour le continent africain? Ils sont essentiels parce que les produits principes sont extrêmement chers. On parle de plusieurs milliards de dollars. Et si les pays africains, comme l'Algérie, enfin l'Algérie a pris l'option des biosimilaires, ils ne s'en sortiront jamais, c'est-à-dire ils ne pourront jamais avoir accès à ces produits innovants. Donc avoir les produits biosimilaires, ce n'est pas une option, c'est vraiment une nécessité pour que les pays africains puissent accéder à ces traitements innovants à des prix raisonnables, disons. Et on va dire qu'il y a réduction des coûts, souveraineté, autonomie technologique. Quels sont les freins économiques à lever? Les freins économiques, vous savez, c'est le pouvoir d'achat des Africains. Comme je vous le disais, les problèmes sanitaires dans le continent africain ne sont que le reflet du retard économique qu'accuse notre continent. Donc les freins économiques ont commencé à être levés par la ZLECAf, l'accord africain. Bien sûr, il y a des freins technologiques dont il faut en parler. Les freins économiques, nous pensons que cette conférence et l'accord d'Alger va mettre en place un programme pour lever ce frein économique, un programme de formation pour ceux qui souhaitent s'inscrire, un programme de transfert technologique à des coûts raisonnables. Et nous pensons réellement que nous n'allons pas régler tous les problèmes à moyen terme, mais nous pouvons, les 18 milliards qu'importe l'Afrique aujourd'hui de l'extérieur, nous pouvons réellement au moins capter le tiers ou le quart en ayant un plan d'action ambitieux. Et justement, on parlait de cela pour les prochaines années. Si l'on se projette, allez, on va dire dans 10 ans, est-ce que l'Afrique peut-elle devenir un acteur majeur de la production pharmaceutique mondiale? Majeur non, en 10 ans, c'est très compliqué à être fait, mais nous pensons... C'est un scénario optimiste? Non, je suis réaliste, c'est-à-dire si on parle d'acteurs majeurs, il faudrait fabriquer et maîtriser la fabrication des produits de biotechnologie. Restons, je pense, la tête froide, les pieds sur terre. Si nous pouvons aujourd'hui que la fabrication africaine ne couvre que 15% de ses besoins sur un marché africain qui va aller en augmentant, il est de 27 milliards de dollars aujourd'hui, il va être dans 4 ans de 34 milliards de dollars. Donc c'est un marché qui est appelé à progresser. Si nous pouvons passer de 15%, allons, disons à 40% en 5 ans, ça sera extraordinaire. Et quel rôle les organisations régionales, l'Union africaine, la BAD, la ZLECAf justement, quel rôle elles ont? Vous savez, le rôle, il est d'abord politique.
c'est le politique qui prend les décisions, c'est les ministres qui sont là, qui, je pense, maintenant, là, au moment où on est là, ils vont décider du plan d'action qu'ils vont mettre en place pour que l'Afrique sorte des griffes de l'importation et elle passe à un statut de producteur. C'est d'abord la décision politique. Nous venons après, en aval de la décision politique. Nous sommes des acteurs économiques, nous avons le savoir-faire, nous avons la volonté de le faire et nous allons nous inscrire dans le sillon des décisions politiques qui vont être prises. Et si vous aviez justement un mot à ces décideurs, quel serait votre message? Le message, on l'a déjà passé puisque nous avons envoyé à notre ministère de tutelle nos propositions par rapport aux recommandations d'Alger. Je vais les résumer très rapidement. D'abord, mettre en super priorité la production locale et la localisation au niveau des pays africains. Deuxièmement, mettre en œuvre les licences obligatoires pour les produits innovants protégés par des brevets avec des monopoles commerciaux sur 20 ans. Et donc, pour permettre justement à plusieurs milliers d'Africains à accéder aux produits de biotech, c'est un moyen légal de le faire. 3, penser à installer une première unité de produits de biosimilaires pour les pays africains. Donc, c'est des propositions qui sont concrètes, qui j'espère seront retenues. Merci beaucoup, Monsieur Kérard, pour ce débat très instructif. À ceux qui veulent bâtir une industrie locale solide, souveraine et économiquement rentable, je vous remercie de nous avoir suivis. Nous revenons après une pause de réclame. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission consacrée à la conférence ministérielle africaine sur la production nationale. Nous continuons notre décryptage des enjeux liés au renforcement des capacités productives sur le continent, un sujet au cœur des stratégies de développement de souveraineté économique en Afrique. Donc avec nous ce soir, Madame Sheraz Bensem qui partagera son analyse sur les perspectives, les mécanismes de coopération et les conditions nécessaires pour accélérer la transformation productive en Afrique. Bonsoir Madame et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, un regard complémentaire, on va dire, de M. Kérard, pour décrypter les attentes, les défis, les opportunités qui se dégagent de cette conférence aujourd'hui ici à Alger. Qu'est-ce que le plan de fabrication pharmaceutique pour l'Afrique ? Alors, le plan de fabrication des produits pharmaceutiques en Afrique est une initiative qui a été soutenue par les chefs de gouvernement en 2005, qui est portée par l'Agence de développement de l'Union africaine. L'objectif était réellement de pallier à la surdépendance des pays africains à l'extérieur, donc vraiment les importations. Donc c'est un plan qui travaille à la fois sur la partie réglementaire, où on a pu voir avec le programme de AMRH, donc d'harmonisation des réglementations sur le continent, qui travaille avec des banques de développement comme l'AFDB pour travailler sur la question d'infrastructure et d'innovation, qui focalise également sur la question de recherche, donc de recherche clinique, d'investissement sur cette partie-là, mais aussi qui a mis en place, qui a été le point de départ pour l'AMA, pour l'agence de réglementation. Ce plan de fabrication est vraiment en fait une sorte de feuille de route et il a beaucoup évolué en fait depuis son instauration, on va dire en 2005, où maintenant depuis 2025 il y a maintenant en fait 24 produits médicaux qui ont été prioritaires. Donc il y a un rapport qui a été fait par l'Agence de développement de l'Union africaine et l'objectif c'est vraiment de voir quelles sont les maladies, quels sont les produits que l'on importe le plus. Donc là il y a quatre secteurs prioritaires.
On a à la fois tout ce qui est lié à la mère et l'enfant, les maladies non transmissibles, tout ce qui est cancer, diabète, problèmes cardiologiques, les maladies infectieuses et aussi tout ce qui était question liée aux pandémies comme la Covid-19 avec les kits de diagnostic. Le rapport en soi montre, et il est disponible sur le site d'ailleurs de l'Agence de développement de l'Union africaine, montre également la méthodologie qui a été faite pour choisir ces médicaments, vu que c'est réellement pour pallier aux besoins du continent. Quels sont les produits qui ont été les plus nécessaires, quelles sont les maladies et les pathologies qui sont les plus importantes sur le continent, pour que ensuite, quand on parle de production, celle-ci soit réellement alignée avec les besoins du continent. Mais quelles sont aujourd'hui les priorités justement pour construire une véritable souveraineté sanitaire africaine au-delà des déclarations d'intention? Alors, je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs pendant la conférence. Un point qui a été relevé plusieurs fois, c'est la question de réglementation, parce que bien sûr, quand on parle de médicaments, on parle d'enregistrement. Donc, on avait aussi la directrice générale de l'Agence du médicament africaine qui a expliqué aussi le rôle de l'agence. Donc, il y a déjà cette partie réglementaire, mais au-delà de ça, il y a la partie infrastructure et investissement. S'assurer que l'on a toutes les infrastructures, non pas seulement les 4 murs, mais tout ce qui est lié à l'électricité, à l'eau, à l'énergie, tout ce qui est lié pour qu'on puisse avoir ce tissu industriel. Ne pas oublier, il y avait un panel d'ailleurs sur ça hier, la question de ressources humaines. On manque terriblement aujourd'hui sur notre continent d'assez de pharmaciens industriels, d'avoir des questions liées à la qualité aussi des produits. Donc il y a réellement un besoin d'investissement sur la question des ressources humaines. Et bien sûr, s'assurer en fait qu'on est plus dans la complémentarité, donc réellement des stratégies continentales et régionales. Parce qu'aujourd'hui, si on voit tous les pays africains, et on a eu à en discuter sur différents projets où j'ai eu à travailler, tout le monde veut produire, ce qui est très bien. L'Afrique est réellement sur cette vision de souveraineté, d'indépendance. Cependant, pas tous les pays africains vont pouvoir tout produire. Oui, la faisabilité, oui. Exactement. Il faut travailler sur la compétitivité de chaque région, de chaque pays, pour qu'on ait réellement en fait des chaînes de valeur qui soient complémentaires et que les pays en fait réellement aillent dans leur expertise. Donc avoir certains pays peut-être qui vont aller sur les excipients, certains qui vont aller dans le packaging, voir où on a les ports, oui. Exactement, là où est la logistique la plus importante, là où ceux qui vont aller plutôt sur les formes dures, ceux qui vont aller peut-être sur les injectables, ou alors voir des spécialisations par aire thérapeutique. Parce qu'au final, si on veut réellement avoir une indépendance, on va être quand même assez dépendants les uns des autres sur notre continent, mais qu'on travaille vraiment sur notre compétitivité. Oui. Donc vraiment avoir tous les différents piliers, les investissements bien sûr, les infrastructures, la ressource humaine et s'assurer au final de mieux organiser cette industrie sur le continent. Production, oui. L'Afrique consomme près de 25% des vaccins mondiaux, mais on produit moins de 1%. Comment pouvons-nous expliquer que les investissements demeurent encore insuffisants malgré la prise de conscience politique? Effectivement, on est encore très dépendant pour ce qui est des vaccins. La première chose, je pense que quand on regarde l'Afrique, c'est malgré tout encore plus de 50 marchés fragmentés. On n'est pas un marché, on est plus de 50 qu'on est fragmenté. C'est pour ça qu'on a besoin également d'une harmonisation des réglementations. On a besoin de s'assurer que l'on soit adapté, que l'on soit réellement aligné ensemble. La deuxième chose, c'est qu'il y a encore cette perception que l'investissement pour les usines de fabrication de vaccins demande beaucoup de capital. L'Afrique est encore vue aujourd'hui comme une région où il y a beaucoup de risques quand on parle d'investissement, alors qu'il faut savoir, et je pense que c'est un point très important, l'Afrique est encore un des pays, même si la perception du risque, l'investissement est très importante, c'est celle qui apporte le plus de garanties aux investisseurs. Donc il y a encore cette perception-là, il y a une perception des fonds qui a besoin et on n'oublie pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question de ressources humaines, s'assurer qu'on a cela. Donc quand on parle de vouloir investir dans la production de vaccins, il faut réellement s'assurer qu'on puisse parler au moins de tech transfert. Dr Kerrar en a parlé tout à l'heure. S'assurer de voir comment on peut investir et s'assurer qu'on a la ressource humaine, qu'on ne dépende pas de nouveau, parce que ça peut être une autre dépendance. On a quelqu'un qui investit, mais on n'investit pas sur notre ressource humaine. Donc il y a ces perceptions, donc comme j'ai dit, d'investissement, de ressources humaines et de risques, et aussi que ce marché en fait est tellement fragmenté aujourd'hui qu'il faut s'assurer qu'on travaille également sur ça.
Et l'Afrique peut-elle envisager une intégration régionale des chaînes pharmaceutiques? Oui, clairement, c'est d'ailleurs le travail qui est en train d'être fait, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Donc c'est réellement travailler sur la compétitivité de chacun des pays. On sait aujourd'hui qu'on a des pays... Et complémentarité et aussi. complémentarité, exactement. Aujourd'hui, on a certains pôles qui existent sur le continent. On peut voir l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud. On est déjà des producteurs, on a déjà des usines. Maintenant, c'est vraiment voir quelles sont les expertises que l'on peut mettre dans chaque pays, dans chaque région. Et ça peut être, comme on a dit, lié aux produits, ça peut être lié à la logistique, ça peut être lié à la recherche et développement, et vraiment travailler sur ça et s'assurer qu'on soit complémentaires, que l'on sache quelle est l'expertise de chaque région, pour qu'après cela, on puisse avoir une chaîne de valeur qui soit, enfin, des chaînes de valeur qui soient vraiment intégrées ensemble. Et puisqu'on puisse être intégrés, du coup, pas seulement au niveau régional et continental, mais mondial. Mondial, oui. Et quel rôle attendu de l'Agence africaine des médicaments pour lever justement les barrières liées à cette harmonisation et accélérer la mise sur le marché des produits africains? Alors, l'AMA peut réellement agir comme un chapeau continental. Elle n'a pas le rôle de remplacer les agences réglementaires nationales, mais plutôt être là comme soutien et puis s'assurer pour que l'on puisse avoir des reconnaissances régionales ou par pays et également donner et s'assurer d'avoir les aides nécessaires d'un point de vue technique pour les différentes agences. Donc elle sera plutôt là pour voir chapeauter vraiment ce qui se passe au niveau continental, travailler et supplanter ce qui s'est fait avec l'IMRH, de nouveau la réglementation, l'harmonisation de la partie réglementaire. Et vraiment, en fait, c'est se dire petit à petit, de nouveau, les agences nationales auront toujours leur rôle et elle saura s'assurer encore plus qu'au niveau continental, on s'assure d'avoir des médicaments de qualité sur notre continent. Sur notre continent. Et plusieurs pays africains disposent aujourd'hui de capacités industrielles inégales. Comment bâtir justement une complémentarité plutôt qu'une compétence et quels pays peuvent jouer un rôle de locomotive régionale dans la production pharmaceutique? Alors de nouveau, je pense qu'il y a une étude de marché qui doit être faite. Quels sont les pays qui ont des usines avec les GMP? Quels sont les pays où il y a des régulateurs qui sont solides? Quels sont les marchés où on a les plus grands besoins? Quelles sont les aires thérapeutiques nécessaires dans chacun des pays? Après, c'est aussi voir quel pays peut être une locomotive et réellement pousser, que ce soit l'Algérie, l'Afrique du Sud. Vous avez aussi l'Éthiopie qui a mis en place des pôles industriels spécifiques pour l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, dans le programme de PMPA, il y a 8 pays qui ont été choisis pour être des études de cas pour voir comment est-ce que ces pays ont réussi ou quelles sont les politiques qu'ils ont pu mettre en place pour soit booster leur production locale, soit réellement donner un élan à cette industrie pharmaceutique. L'Algérie en fait partie, donc il y a l'Algérie et la Tunisie, on a l'Éthiopie et le Kenya, l'Afrique du Sud. Donc chaque pays en fait a réussi à mettre en place des politiques qui a poussé une partie de son industrie. Donc c'est plutôt voir qu'est-ce qui a fonctionné et s'assurer également, parce que beaucoup de pays veulent attirer des investisseurs, donc comment s'assurer qu'aussi toutes ces incentives ne sont pas en fait, elles sont toujours complémentaires plutôt qu'au final on se fasse de la compétition. La concurrence, exactement. Oui. Entre les différents pays. Mais je pense que c'est d'abord faire un mapping réellement de ce que l'on a sur le continent pour que l'on s'assure aussi que les ressources ne soient pas dupliquées, que les efforts ne soient pas dupliqués, mais réellement ils aillent là où on a un besoin. Et puis, plus de rentabilité. Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'investissements ou beaucoup d'entreprises qui sont plutôt dans le générique, plutôt dans des formes solides, donc les comprimés, mais on a besoin aussi d'injectables. Donc pourquoi ne pas aller aussi plutôt sur ces formes-là et voir quel pays puisse faire ça. On a certains pays également, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont peut-être pas encore la ressource humaine nécessaire, donc pourquoi ne pas avoir plutôt des formations et se focaliser sur cela, parce qu'on a besoin de cette ressource humaine pour s'assurer de la qualité également des médicaments. Donc c'est vraiment faire un mapping de ce que l'on a niveau infrastructure. Exactement. Un état des lieux, des infrastructures, des ressources humaines, parce que c'est là où on va pouvoir identifier les gaps, les manques qu'il y a sur le continent. Et on va parler de ça. Les industriels, justement, dénoncent la lenteur des procédures d'homologation et d'enregistrement. Quelles réformes régulatoires sont indispensables pour rendre la production locale compétitive face aux importations?
Alors c'est vrai que si on va sur n'importe quel marché, c'est vraiment la plainte numéro 1 de chaque producteur. Mais sachant que quand on parle au régulateur, pour lui, soit il ne sait pas en fait qu'un dossier a pris autant de temps, enfin on parle plutôt aux directions parce que ceux qui sont techniques, ils le savent. Je pense qu'il y a un réel besoin de transparence et il y a beaucoup d'agences sur le continent qui travaillent sur ça, de vraiment montrer quels sont les besoins nécessaires pour les différents dossiers. On s'assure, donc pour réduire ce temps-là, de nouveau, il nous faut la ressource humaine et les personnes qualifiées, mais je pense qu'il y a réellement un besoin de communication sur ces dossiers-là et de transparence sur les délais d'analyse des différents dossiers. Parce que des fois, on nous dit que ça va être 1 mois, 180 jours, mais par contre, il faut se dire aussi que certains pays ont des fast track, ils ont des initiatives et des mécanismes qui sont mis en place pour que les médicaments puissent rentrer plus rapidement dans leur pays. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quel est le réel besoin du pays. Est-ce que ce produit que l'on apporte dans XY pays a une valeur ajoutée ou c'est seulement un autre produit? Et de nouveau, comme beaucoup de pays africains aujourd'hui veulent diminuer leurs importations, quelle est l'autre valeur ajoutée qu'on apporte? Dr Kera, comme je dis tout à l'heure, l'a mentionné, beaucoup d'opérateurs algériens sont prêts à cela, à faire du partage d'expérience, du tech transfert, donc plutôt aller plus sur des initiatives de ce point-là, parce qu'à ce moment-là, les autres pays africains et nous ensemble, on peut voir la plus-value de travailler et c'est plus des partenariats à ce moment-là que l'on envisage plutôt que juste de la vente, achat et de l'import-export. Plutôt d'aller sur du partenariat. Et la fabrication, justement, pharmaceutique est un secteur à forte intensité capitalistique. Oui. Quel mécanisme de financement l'Afrique doit-elle développer pour justement attirer des investisseurs internationaux? Alors, je pense qu'on peut déjà travailler et voir avec les banques de développement qui existent. On a la banque de développement africaine qui, elle, a des financements qui sont liés et qui s'appuient et qui se focalisent d'ailleurs sur les questions d'infrastructure. On peut aller aussi sur des financements mutualisés et avec des fonds publics à la fois, des fonds publics, philanthropiques et privés. Hier, il y avait la directrice générale, ou en tout cas un membre de l'UNICEF, qui expliquait d'ailleurs les types de financement qu'eux-mêmes pouvaient faire. Et après, on peut essayer de voir plutôt avoir des fonds d'investissement qui sont spécialisés pour le secteur pharmaceutique. Donc ce sont certains investissements qui peuvent être créés, mais je pense qu'il y a toujours cette question de garantie et de partage de risques qui est très importante quand on parle de financement. Donc il y a des banques qui existent, il y a des banques de développement déjà qui investissent dans ce secteur. On peut regarder vers des fonds d'investissement, mais toujours travailler et voir sur les mécanismes de garantie de crédit pour spécifiquement ces produits. Et ces projets. Et je pense qu'à partir du moment où certains pays ont une volonté politique et qu'elles poussent pour avoir cette industrie qui vraiment augmente et s'améliore, à ce moment-là, les banques vont suivre parce que c'est réellement un écosystème qui est nécessaire. Je pense qu'on a pu le voir d'ailleurs, l'Algérie en est un exemple. Quand on a voulu pousser notre industrie pharmaceutique, on a arrêter d'une certaine manière les importations à partir du moment où on avait nos producteurs locaux qui répondaient aux besoins du marché. Et les banques ont également suivi parce qu'il y avait également un marché d'une certaine manière qui était garanti parce qu'on savait qu'on allait vendre sur notre marché local. Et aujourd'hui, nos opérateurs peuvent exporter parce qu'ils répondent déjà aux besoins du marché local. Et plusieurs grands laboratoires se disent prêts à délocaliser une partie de leur production. Comment, selon vous, l'Afrique peut-elle négocier des partenariats technologiques, on va dire, équilibrés, qui vont garantir un transfert du savoir-faire, mais pas seulement d'assemblage? Alors, je pense que c'est un point très très important parce qu'on le voit beaucoup sur le continent. Des fois, on nous dit on va avoir une nouvelle usine qui est créée et au final, c'est juste de l'assemblage. Ou alors, c'est juste du conditionnement, donc il n'y a pas réellement de plus-value. Donc, je pense qu'il faut avoir réellement une stratégie claire, savoir ce que l'on veut, ce que l'on recherche, qu'est-ce qui est attendu du partenaire. Ne pas prendre aussi n'importe quel partenaire juste parce qu'il y a cette volonté d'investir et de réaliser, de se dire quelles sont nos priorités dans notre pays, dans notre continent, quelles sont nos priorités, quels sont les produits que l'on souhaite. Je rappelle de nouveau les 24 produits prioritaires qui ont été mis en place, donc pourquoi pas se focaliser sur ça.
s'assurer qu'il y ait une clause de transfert et réellement pas seulement avec des programmes de formation structurés, avec du matériel, avec de la maintenance, s'assurer réellement que toute on va dire la chaîne de valeur de la production et tous les différentes personnes qui sont impliquées soient formées sur ça. Et aussi monter en gamme. De nouveau, un des problèmes d'une certaine manière qu'on puisse avoir aussi, c'est l'accès à des médicaments innovants, pas seulement les anciennes générations, on va dire, de certains médicaments. Donc s'assurer que ce sont aussi ces médicaments-là, que ce sont ces médicaments de nouveau dont notre continent a besoin, où l'investisseur va réellement investir et produire sur le continent, qu'on n'aille pas sur des générations au final où on sait que ça n'est plus nécessaire. Mais par contre, un autre point pour moi qui est important, ça a été mentionné également durant cette conférence, c'est la partie de recherche clinique et de s'assurer en fait que nos populations soient impliquées dans la recherche clinique pour qu'au final les médicaments soient adaptés à la population africaine. Et je pense que s'assurer également qu'il y a cet aspect-là, qu'il y a une surveillance post-marketing une fois qu'on a mis le médicament sur place est réellement importante pour que ce partenariat, ces investissements, en fait au final soient réellement d'une certaine façon localisés et réellement adaptés à nos marchés. On parle beaucoup de la circulation de médicaments falsifiés. Ce n'est plus seulement une problématique sanitaire, mais c'est désormais une question de sécurité nationale. Selon vous, quels choix politiques sont nécessaires pour protéger les populations et sécuriser le marché? Alors, c'est vrai que les produits, la problématique de médicaments falsifiés, enfin, les faux médicaments d'une certaine manière, c'est une grosse problématique que l'on a c'est une problématique qui existe réellement dans le continent. Et c'est une problématique dont les gouvernements ont conscience. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et de nouveau, je pense que c'est un écosystème qui doit réellement ne pas travailler en silo et réellement collaborer pour s'assurer qu'on parvienne à régler cette problématique. Les douanes ont un rôle très important à jouer sur ça parce que alors surtout si on est dans de l'importation, les régulateurs, les agences de nouveau, parce que c'est elles qui sont là pour assurer la qualité et on en parlait, c'est pour ça que le rôle du régulateur est très important parce que ça va permettre d'instaurer une réelle confiance dans les produits qui sont sur le marché et c'est aussi des fois des problématiques liées à l'accessibilité parce que en Algérie on a beaucoup de chance d'avoir l'accès universel à la santé, donc on n'a pas cette problématique d'une certaine manière de devoir payer donc de notre poche pour l'argent, mais sur le reste du continent, c'est encore une problématique. Donc des fois, c'est une question de prix et d'accessibilité, et ces médicaments-là peuvent être perçus comme moins chers, mais ça n'est pas de la qualité et ça ne sont pas de bons médicaments. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut réellement travailler, s'assurer que tous les acteurs soient impliqués. À la fois une volonté politique de lutte contre les faux médicaments. Deuxième chose, s'assurer que sur le terrain, les douanes fassent leur travail, mais soient aussi au courant et qu'ils donnent les informations, mais aussi communiquer avec le patient. Parce que c'est aussi au patient, il y a on a ici aussi une plateforme en Algérie avec le centre de pharmacovigilance et de toxicologie qui, en fait, dès qu'on voit qu'il y a un problème, donner cette problématique, donner l'information, faire remonter l'information pour qu'on sache que ça existe. Parce que c'est pour ça qu'on a chacun en fait un rôle à jouer, s'assurer bien sûr que le régulateur puisse travailler et s'assurer aussi que les productions, les producteurs soient aux normes internationales, aux bonnes pratiques de fabrication pour que les produits qui soient produits soient de bonne qualité pour les patients et qu'on n'ait pas cette problématique au final. Au final, oui. Les coûts justement logistiques, les délais portuaires, la dépendance aux importations, pour un entrepreneur, est-ce encore rentable de produire localement, selon vous? Alors, ça reste, je pense que il faut voir de nouveau quelle est la stratégie de l'entreprise. Quand on regarde les coûts de main-d'œuvre, même en Algérie, personnellement, quand je vois comment les usines travaillent, oui, ça reste profitable pour un entrepreneur d'investir. C'est pour ça qu'au final, c'est voir quel est le marché. Est-ce que mon produit
au final est intéressant? Est-ce que j'ai de la valeur ajoutée? Après, quand on est sur l'export, c'est vrai que la question logistique reste une problématique qui n'est pas d'ailleurs seulement dans le pharmaceutique. Oui, elle n'est C'est pas vraiment liée lié sur, je pense que d'ailleurs plusieurs pendant secteurs, l'IATF, c'était une des problématiques que l'on qui a été avait. posée, oui. Personnellement, même parlant, il y a 2 semaines de cela, on avait un projet au niveau du Nigeria. On avait du matériel à importer, et à emporter avec nous, donc on exportait le matériel. On a dû faire partir, comme on a une ligne directe avec Abuja, donc on a pris l'avion, mais c'est nous, en tant que voyageurs, qui avons emporté nous-mêmes les produits parce qu'il n'y avait pas de cargo. Je pense que par contre, toutes ces questions logistiques, de nouveau, c'est un bottom-up. C'est-à-dire que c'est aux opérateurs aussi de dire quelles sont leurs problématiques, de montrer qu'il y a des marchés. C'est vrai que des fois, quand on est sur des petites quantités, on se dit que ça ne sera pas profitable. Tout à fait, oui. Mais il faut bien que ça commence quelque part. Commence petit, après ça Exactement. continue. Donc, produire localement, que ce soit en Algérie ou sur un autre marché, il faut voir en fait de nouveau quelle est la valeur ajoutée qu'on apporte. Est-ce que le produit est nécessaire, il y a un besoin, quel est le prix, comment je vais pouvoir le placer. Et dès qu'on est sur de l'export, c'est vraiment voir tous ces aspects logistiques et communiquer à la fois avec le partenaire et avec les institutions ou les agences ou les différents opérateurs logistiques pour au final avoir le moindre coût. Donc moi je pense que oui, parce que d'ailleurs on n'a pas non plus beaucoup, aujourd'hui l'Afrique se focalise sur plus aller sur de la production et de la transformation de nos produits. Donc si aujourd'hui d'autres pays, on leur vendait nos matières premières, ils faisaient la transformation, ils nous les revendaient, c'est qu'il y a un intérêt. Donc pourquoi ce n'est pas à nous? Donc c'est à nous de le faire. Et à ce moment-là, bien sûr qu'il y aura de la valeur ajoutée. Il y a beaucoup de manquements et ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le secteur de la santé, mais c'est la même chose pour n'importe quel secteur. Faire un mapping, faire un état des lieux de ce que l'on exporte, qu'est-ce qu'on exporte en matières premières, qu'est-ce qu'on importe du coup en produits transformés, quels sont les gaps, où est-ce qu'on pourrait à ce moment-là le produire, comment s'assurer d'avoir une chaîne de valeur régionale intégrée et continentale, voir les avantages compétitifs et à ce moment-là investir et pouvoir produire localement. Et faut-il protéger davantage les industries naissantes ou risque-t-on plutôt de reproduire les erreurs du passé avec des usines non compétitives? Alors ça reste toujours, c'est vrai que l'Algérie est un exemple parfait de protection, mais c'est ce qui a permis aussi à nos industriels de s'épanouir, de grandir. Oui. Exactement. Je pense que de nouveau, ce sont des leçons à apprendre. Qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a permis d'eux et qu'est-ce qu'on ne devrait pas répliquer. Je pense que la protection, l'État a son rôle de protecteur, de régulateur. Après, ça reste un marché privé et on doit laisser aussi les opérateurs privés jouer le jeu de la concurrence, de la compétitivité et ils doivent prendre aussi leurs ailes pour être plus compétitifs et pouvoir grandir. Donc chaque pays, on va dire, à voir si ce sont des secteurs stratégiques parce qu'après on peut protéger d'une certaine manière jusqu'à un certain degré certains secteurs stratégiques et les autres les laisser laisser le marché réguler comme partout à travers le monde. Comme partout ailleurs. Justement, les subventions publiques seraient peut-être une solution ou une fausse, mauvaise idée? Alors, ça va dépendre de nouveau du secteur. Je prends l'exemple de l'agroalimentaire. Quand on regarde nos producteurs, par exemple, d'agroalimentaire, de pâtes et autres, on a de la bonne qualité. Mais aujourd'hui, étant donné que ce sont des produits qui sont subventionnés, la farine est subventionnée, donc on ne peut pas exporter ces produits-là. Donc je pense qu'il y a toute une discussion à avoir pour voir si réellement c'est un besoin ou alors pourquoi ne pas le faire pendant un certain temps. C'est-à-dire des fois avoir des restrictions en se disant on va vous subventionner de telle date, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Après, il n'y a plus de subvention, c'est juste pour vous donner les assises pour pouvoir exporter, pour pouvoir produire. Et à ce moment-là, de nouveau, le secteur privé doit être privé et doit pouvoir voler de ses propres ailes. Le régulateur est vraiment là pour donner l'environnement. Donc peut-être voir, oui, peut-être des subventions, mais peut-être pas ad vitam aeternam pendant un certain temps pour que les fondations de ces secteurs soient bien solides et puis après les laisser se développer.
Merci à vous d'avoir été avec nous, Madame Shiraz. Ce fut un échange très instructif. Merci à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al 24 News.